Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, m'sal khair alaykoum. Bien bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'oublie pas aussi de saluer les nouveaux à notre chaîne. Donc tout le monde est la bienvenue, nos amis africains aussi, il faut pas les oublier. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un sujet très très important et un sujet d'actualité. Quand on dit un sujet d'actualité, bon, c'est une affaire qui remonte, on va dire, à des années, l'affaire Hadia, et ça concerne les relations entre l'Algérie et la France, qui m'a un bel comme ce sont des relations qui n'ont pas été au top, qui n'ont jamais été au top, en fait. En tous les cas, c'est selon mon opinion. Et je pense que pas mal d'Algériens partagent aussi cette opinion. Et je dirais même certains Français. Donc il est possible que cette vidéo soit regardée par des Français. Bon, on les souhaite la bienvenue. J'espère qu'ils vont trouver quelque chose qui va les intéresser. En tous les cas, c'est ce qu'on souhaite. Parce que il faut comprendre qu'on a une perspective algérienne, c'est pas une perspective française, mais on va traiter le sujet d'une manière pragmatique, sans qu'il y ait de sentiments ou là, on va dire de sensibilité ou là je sais pas comment on appelle ça, et chauvinisme, je pense. Donc et bien entendu, moi je parle, on va dire, la majorité du temps français, donc ce sera plus facile pour aussi des Français. Et c'est une bonne chose aussi, pour qu'ils comprennent un petit peu notre point de vue sur cette affaire. Et pour que à l'avenir, on espère en tous les cas qu'il y ait de bonnes relations, des relations basées sur on va dire, l'intérêt mutuel avant tout, le respect des peuples, que le respect entre nations, ça c'est, je ne sais pas si ça existe, je ne pense pas, mais au moins le respect entre les peuples et qu'il n'y ait pas de malentendus, parce qu'il faut comprendre, il y a des gens qui pêchent dans le trouble, que ce soit en France et en Algérie, mais surtout en France, parce qu'avec l'arsenal médiatique qu'ils possèdent là-bas, on voit qu'ils sont en train de faire un petit peu, d'utiliser l'affaire Hadi à la relation franco-algérienne d'une manière, on va dire, malhonnête. Donc, il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle concernant, on va dire, le traitement de tout ce qui est, on va dire, histoire entre Algérie et la France. Et quand on dit histoire entre Algérie et la France, on va dire entre les deux peuples. Donc, c'est important de souligner cette affaire. Donc, باش ما نطولوش بزاف pour ne pas trop s'étaler sur ça. Donc, le sujet, plus précisément, c'est comme le titre l'indique, c'est la colonisation. Pourquoi la France ne présentera pas d'excuses à l'Algérie? Bien sûr, la France officielle. La France officielle, donc tout ce qui fait, on va dire, le pouvoir en France. L'exécutif, le législatif, on va dire tout le système gouvernemental français. D'accord. Bon, on peut aussi, d'une manière ou d'une autre, inclure, on va dire, une certaine élite intellectuelle, bien que ça, c'est sujet à débat. Est-ce que l'élite intellectuelle, elle a une certaine influence sur les décisions d'État? Moi, je dirais oui. Je dirais oui, parce que quand on voit le cas Hadaya, un personnage comme Benjamin Stora, un historien, en tous les cas, on le présente en tant que tel, et qui est considéré comme un intellectuel français.
Et on voit un petit peu comment il est, on va dire, quelle est la relation qu'il a avec les autorités, notamment avec la présidence. Et il a pris en charge le dossier on va dire, de mémoire. Et comment dirais-je, comment faire un bilan des lieux entre l'Algérie et la France sur une perspective, on va dire, mixte, parce qu'il paraît il y a une personne, un Nahnaïa, Monsieur Chikhi, si je ne me trompe pas, qui, on va dire, qui est l'équivalent de Benjamin Stora. Anna, personnellement, je ne m'attarde pas trop sur ça, parce que Hadi, pour moi, ce n'est pas vraiment le plus important. Peut-être qu'on pourra revenir sur ça. Mais on va dire, la vidéo Ta'alium, c'est expliquer les dessous des cartes. Les dessous des cartes, ça veut dire que pourquoi le système en France, depuis la fin de la guerre et l'indépendance acquise en Algérie en 62, n'a jamais voulu faire had de Pahadeya, qui est de présenter des excuses, qui est un acte symbolique avant tout, il faut le comprendre. Et qui ne veut pas, on va dire, rentrer dans ce jeu-là, bien qu'il y a eu la déclaration qui a été faite quelques années concernant la dénomination des événements en Algérie comme étant une guerre, ce qui est très juste, ce qui est très juste. Ce qui s'est passé, c'était une guerre. Mais concernant la présentation des excuses, ça n'a jamais été, on va dire, ça n'a jamais été fait. Et maintenant, encore pire, c'est que on refuse de le faire, et d'une manière, on va dire, catégorique. Donc la France, en tous les cas, selon son président Macron actuel, refuse de présenter des excuses à l'Algérie, et ça ouvre la voie à beaucoup de questions. Avant toute chose, moi je veux donner un avis, et ça c'est un avis personnel. Je ne suis pas, on va dire, dans le sens de l'hkaya hadi. Pour moi, présenter des excuses ou ne pas présenter des excuses, pour moi ça n'a pas vraiment d'importance. Celui qui va bénéficier de cette affaire, ce sera pour la France. Moi je dirais que ce serait mieux, si ce serait plus judicieux pour eux, pour avoir, on va dire, comment dirais-je, pour laver un petit peu le linge sale, et on va dire donner une nouvelle image, on va dire, d'une France réconciliée avec elle-même avant tout. Parce que il nous présente les excuses. Personnellement, je suis quelqu'un qui n'est pas né pendant la colonisation française. Bien sûr, mes ancêtres, c'est sûr, qui ont souffert le martyre pendant cette période-là. Mon père, étant un combattant, il a combattu la France. C'est un ancien moujahid, comme on dit chez nous. C'était, on va dire, l'un des combattants pour la liberté de l'Algérie. Donc, ça, je suis fier de le dire. Voilà, donc, personnellement, je ne suis pas dans cette optique-là, dans le sens où je cherche pas que la France s'excuse, parce qu'elle s'excuse de quoi? Si c'est s'excuser pour des crimes ou des massacres, je sais pas si on peut s'excuser d'un crime ou d'un massacre. Ce serait vraiment donner, on va dire, une dimension ridicule et diminuer, on va dire, la gravité des actes. Ça, c'est une chose. Aussi, pour ma part, moi, je dirais que s'excuser d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité,
je ne pense pas que c'est vraiment possible. Euh, voilà, parce que déjà l'acte lui-même, pour qu'on puisse faire un acte comme ça, c'est que c'est prémédité. Parce qu'on peut pas éliminer, on va dire, des milliers, voire des millions de personnes, comme ce qui a été fait en Algérie. On parle de millions de personnes. Parce qu'il faut comprendre que les massacres ont commencé dès le début, à partir de 1830, dès l'invasion, qui ne sont pas arrêtés jusqu'en 62. Bon, vous allez me dire qu'il y a eu une relative accalmie, oui, c'est sûr, mais il y a eu toujours on va dire des hauts et des bas pendant la période Hadia, mais là, il faut qu'on fasse une vidéo sur l'histoire de la colonisation, etc. Peut-être qu'un jour on va le faire. Mais en tous les cas, moi ce que je veux dire par là, c'est que les actes sont tellement graves que on va dire l'excuse Hadia, elle est, on va dire, elle est symbolique. Elle est vraiment, pour ne pas dire qu'elle n'a pas ni je vois pas qu'est-ce qu'elle aura comme quand même ni importance vis-à-vis les Algériens. Encore une chose, c'est que les gens à qui on devrait présenter des excuses, pour la plupart d'entre eux, sont décédés. Donc il fallait faire ces excuses-là bien avant. Donc ça vient un peu tard. Donc c'est des excuses qui viennent un peu tard parce que les générations qui ont souffert, c'est sûr qu'il reste quelques-uns, mais en grande majorité, ces gens-là, malheureusement, ne sont plus parmi nous. Ils n'ont pas vu des excuses, ils n'ont pas assisté à ces excuses-là. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, beaucoup plus pour la France. Encore une chose, avant d'oublier aussi, pour terminer sur ce point-là, c'est que des excuses, pour moi, il faut que ça vienne, on va dire, d'une manière, comment dirais-je, non réfléchie. Non réfléchie. Et puis, c'est-à-dire que c'est pas la personne qui te demande de faire des excuses. C'est à toi si tu sens que tu as fait, on va dire, je dirais pas une erreur, tu as commis un crime, quelque chose comme ça, tu essayes par tous les moyens possibles de démontrer que tu ne voulais pas le faire, ou il y a eu un concours de circonstances. Bien sûr, ça ne s'applique pas sur cette affaire-là, parce qu'on sait très bien que ce qui a été fait en Algérie, ça a été prémédité, ça a été planifié, etc. Tout est clair. Il y a pas de, on peut pas, on va dire, occulter le truc Hada. Et l'histoire, on va dire en général, ça s'écrit avec une encre indélébile, parce qu'un événement est un événement en général. Il faut comprendre qu'un événement, une fois que c'est fait, c'est fait. On peut plus revenir en arrière, d'accord? Donc quand tu tues des gens, quand tu fais un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, je crois que j'ai assez parlé sur ça. Ça reste un avis personnel. Je suis certain que beaucoup d'Algériens le partagent, même je dirais même quelques Français, s'ils sont des gens raisonnables et honnêtes, ils devraient le penser. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi la France ne présentera pas des excuses à l'Algérie? Bon, pour répondre à cette question, là, il va falloir vraiment comprendre, on va dire, le fin fond de l'histoire, et plus précisément, comprendre, on va dire, les origines le pouvoir français, c'est-à-dire le pouvoir politique en France, c'est-à-dire comment on va dire les dynasties, on va dire, qui se sont succédées pour prendre le pouvoir en France, jusqu'à ce que, on va dire, il y a eu l'instauration de ce qu'on appelle la République laïque, Hadia. Et on va voir que il y a beaucoup de détails
qui, d'une manière, on va dire, intentionnelle, moi je le dis d'une manière intentionnelle, peut-être pas, mais c'est aux Français, et je les invite, s'il y a des Français qui regardent cette vidéo, de donner leur opinion. Ils sont la bienvenue de nous donner leur opinion là-dessus. Parce que ce qu'on va voir actuellement, on va démontrer qu'il y a beaucoup de détails qui sont pas, on va dire, médiatisés et qui sont un petit peu mis dans le tiroir. Mis dans le tiroir dans le sens où on les sort que très rarement. Pourquoi? Parce que des informations هادوما عندهم un point, on va dire, gênant, c'est-à-dire qui gêne les faiseurs de pouvoir en France. Et je dirais les gens qui tiennent le pouvoir en France depuis des siècles. D'accord? Donc depuis que la France est France, comme on dit. Donc pour commencer à Jema'a, on est obligé de revenir sur certains événements historiques. Sur certains événements historiques. Et moi, je suis sûr, parce que je l'ai constaté dans mon entourage, que les événements, beaucoup d'Algériens ne les connaissent pas. N'ont pas eu encore la chance de les connaître. Je dirais que il y en a qui les connaissent, mais ce sont les gens qui sont, on va dire, fans d'histoire, etc. Et qui s'intéressent on va dire, à la partie historique des événements, plus que politique, bien que d'une certaine manière la politique ça a été toujours lié avec l'histoire. D'accord? Donc on peut comprendre un phénomène politique à partir d'un événement historique. Donc on va voir là le pouvoir en France c'est ambigu. C'est ambigu, on dit que c'est comme ça, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Et on va le voir. Donc الحكاية هذه كيفاه راح تبدا جماعة؟ راح تبدا avec la Révolution française. La Révolution française 1789, dite la Révolution des Lumières, l'instauration d'une république au lieu d'une monarchie. C'est en tous les cas ce qu'on entend le plus souvent dans les médias, que ce soit les bulletins d'information, etc., les trucs officiels, les bulletins officiels dans les différents, on va dire, organes de l'État en France, etc. Mais est-ce que هذه هي la réalité? Est-ce que c'est ça la réalité? Est-ce que c'est vrai 1789, la chute des monarchies, etc., et l'instauration d'un État, on va dire, de droit, comme on dit, etc., etc. Bon. Déjà, juste pour information, moi j'ai déjà parlé de la Révolution française dans une vidéo qui remonte il y a quelques mois. C'est un petit peu comprendre la propagande qui a été orchestrée par les milieux officiels français à travers leurs médias sur l'Algérie. Ça c'était, je pense, en 2019. Donc j'ai parlé longuement des événements, on va dire, graves qui se sont déroulés pendant la Révolution française et qui ont, on va dire, donné, on va dire, une réputation très, on va dire, noire de ces événements-là. Et malheureusement, en France, on veut commercialiser cette affaire comme si que ce sont des événements très positifs pour l'humanité, même pas pour la France, pour toute l'humanité. Personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Je n'étais jamais d'accord et je l'explique dans cette vidéo. Donc, toujours dans ce sens, la Révolution française, donc les médias officiels, les officiels en France, gouvernement et compagnie, disent que voilà l'instauration d'une république au lieu d'une monarchie, etc. On va voir que ce que disent ces milieux-là, officiels et autres, sont complètement faux. Sont complètement faux. Et on va le vérifier.
Algérie Event, personnellement, je tiens toujours à ce qu'il y ait des faits. On ne va pas parler comme ça, du blabla. Donc, on va voir le Najma. Moi, je vous invite à regarder cette vidéo attentivement, parce que d'abord, elle est très importante. Même pour les Français aussi. J'espère qu'il y aura des Français qui me regardent. Bon, je leur demande de la voir attentivement, parce que il y a des événements importants qu'on va citer l'année pour comprendre toute cette affaire-là. Donc, on va voir, نشوفوا لهنا يا جماعة هذا le sommaire هذا. D'accord. كاين un événement ou des événements qui se sont déroulés dans une période donnée dans l'histoire de la gouvernance en France. Les événements هذوما c'était après la Révolution française qui normalement devait instaurer une république, ce qui n'a pas été fait. Et ça, c'est la première chose, la première, on va dire, surprise pour ceux qui ne le savent pas. Donc, la Révolution française de 1789 à Jema'a n'a pas pu pérenniser, on va dire, les acquis de la Révolution pendant longtemps. Pourquoi? Parce que après avoir fait chuter la monarchie et guillotiner le roi en question, qui était à cette époque-là Louis XVI. Donc, cette dite révolution n'a pas pu, on va dire, mettre en place la République comme elle le souhaitait. La preuve, c'est que après ces événements-là, il y a eu une autre monarchie qui est venue. C'est-à-dire le retour de la monarchie. Et ça, il y a beaucoup de Français qui le savent pas. Je suis quasiment certain qu'il y a beaucoup de Français qui le savent pas. C'est sûr qu'il y en a qui le savent, les intellectuels, les gens qui suivent un petit peu, qui s'intéressent au phénomène historique. Mais dans les jeunes, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. D'autant plus que sur les médias, on parle pas beaucoup de cette affaire-là. Très rarement qu'on parle. Donc, la restauration des Bourbons, monarchie française, de 1815 à 1830. D'accord? Donc, les événements, ils ont commencé en 1815 et jusqu'à 1830, je dirais même plus, parce qu'il y a eu après, je pense que ça a duré jusqu'en 48, je pense. Parce qu'il y a, mais ça c'est une autre période, on va pas, parce que ça c'est un peu différent. Et on va pas aller dans les détails, mais on va discuter sur ça un peu. Donc, comme vous voyez ici, donc la révolution c'était 1789, et après il y a eu le retour de la monarchie. Comment elle s'est faite, cette monarchie-là? Il y a eu les frères de Louis XVI, c'est-à-dire que les frères du roi en question qui a été assassiné, ils ont repris le pouvoir. Et c'était le frère Louis XVIII, le frère de Louis XVI, qui a été guillotiné en 1793, lui et sa femme, d'accord? Et avec, je pense, on parle de plus de 20 000 personnes aussi. Même les fondateurs et les créateurs de la révolution, de la soi-disant révolution indienne, qui sont les Robespierre, etc., etc. Donc ils ont tous subi le retour de la manivelle. Ils ont tous été guillotinés, assassinés, etc. Donc on voit ici Ejma, donc Louis XVIII succède à son frère Louis XVI guillotiné en 1793 et règne 10 ans. Il règne 10 ans Ejma. 10 سنين. Donc c'est pas un mois ou deux ou un an ou 2 ans, c'est 10 ans. 10 ans c'est quand même une période, c'est 2 mandats on va dire d'un président. La moyenne de 2 mandats, d'accord? Si on tient compte de 5 ans par mandat. Donc, après la chute de Napoléon Bonaparte en 1814, parce que déjà, il faut comprendre que le premier échec de la Révolution française, c'était que elle a mis sur orbite un empereur, donc en la personne de Bonaparte, d'accord?
Donc Bonaparte, ça a été un empereur, c'était pas un président. Donc on peut pas parler de république là, non. D'accord. Bien que Bonaparte, c'est vrai que il s'est battu pour sauvegarder la République. Il a démontré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a acquis cette aura auprès des Français, on va dire. Parce qu'il y a eu des événements où il a protégé je sais pas, le Sénat ou quelque chose comme ça, un édifice institutionnel. Parce que la contre-révolution qui s'est amorcée, qui venait d'Angleterre, et a voulu refaire un petit peu refaire le coup, mais lui il a essayé d'empêcher, et ça a commencé, la réputation de Bonaparte a commencé à grandir à partir de là, puis c'est devenu un grand militaire, puis etc., jusqu'à ce que il prenne, on va dire, le pouvoir. Il devient un empereur. Et bien entendu, avec les conquêtes à travers le monde qu'on connaît. On va pas rentrer dans cette histoire-là, bien que c'est assez intéressant. Donc, comme on voit ici, après la chute de Napoléon Bonaparte, 1814, ça veut dire que il y a eu une monarchie qui a duré plusieurs années après la chute de Bonaparte. Donc, le retour de la monarchie, après bien sûr une dictature, on va dire, c'est comme ça que certains intellectuels français l'appellent, celle de Bonaparte. Donc, nous avons Louis XVIII et ensuite Louis XVI. Pardon, Charles X, voilà, c'est celui-là. Donc, Louis XVI, c'est leur frère qui a été assassiné. Donc, Charles X, c'est le frère. Parce que là, vous avez plusieurs numéros, Charles X, Louis XVI, des fois on est un petit peu confus, mais on peut se retrouver facilement après. Donc, Charles X règne 6 ans, et c'est le frère lui aussi de Louis XVI. Donc, le premier, il règne 10 ans, le deuxième 6 ans. Donc, vous voyez, c'est quand même des périodes assez longues. Donc, et après, qu'est-ce qu'on a? On a celui qui va succéder à ces deux-là, d'accord? Et tout ça, bien après la Révolution française, bien après l'Empire de Bonaparte, vous avez un petit cousin, qui est lui Philippe Ier, qui est le cousin des deux, d'accord? Qui est proclamé roi des Français en 1830 jusqu'à 1848. C'est pour ça que moi je disais cette période-là. Mais cette période-là, on va dire, elle a un petit peu, il y a du sel dans cette période. Ok? Parce qu'il y a là, ça a commencé qu'il y ait des remous, mais néanmoins, ça a été une monarchie. Ça a été une monarchie. Et je ne veux pas donner la suite parce que la suite non plus n'était pas une république, mais je garderai ça pour une autre vidéo, Inch'Allah. D'accord? Donc on va s'arrêter à là, sinon la vidéo elle va durer des heures et des heures. Donc voilà. Donc comme tu vois, donc là effectivement, la révolution de 1789, celle que tous les médias français et je dirais même quelques historiens et des officiels, on va dire, la passent pour une réussite et comme quoi que c'est le retour du droit, les droits de l'homme, etc. Patati, patata, comme on dit. La surmédiatisation de cette affaire-là, et puis la commercialisation à travers le monde de l'image de la Révolution française, bien que ça a été des événements extrêmement sanglants, je ne vois pas réellement de gloire dans ces événements-là. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil de ces événements pour le comprendre. Il y a une tonne d'informations rien que sur YouTube sur ça. Donc, on voit que tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est du pipeau. Cette révolution n'a pas tardé. Et puis, tout de suite, je dirais même que les gens qui ont, d'une certaine manière, assisté à cette révolution, je dirais même en tant qu'acteurs, c'est eux-mêmes qui ont ramené le roi, qui était exilé, je crois qu'il était exilé en Angleterre, si je me trompe pas.
Ben, même si c'est pas en Angleterre, il était quelque part dans un pays européen. Donc, يعني pour vous dire. Donc نشوفوا زيد نكملوا هنا جماعة pour avoir plus de détails على الحكاية هذه. Donc نروحوا لهنا. هذا ça c'est Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, c'est celui qui a pris le pouvoir après les événements de 1789 que tout le monde, enfin tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Napoléon Bonaparte, c'est connu parce que les conquêtes, etc. Donc, on va pas trop s'attarder sur ça. Mais Napoléon Bonaparte non plus n'a pas fait long feu. Après son départ, il y a eu la fameuse restauration. La restauration, quand on dit restauration, ça veut dire restauration de la monarchie. Ça veut dire le retour en force du pouvoir monarchique. Et qui, comme on dit, comme ils le disent d'une certaine manière les historiens, la monarchie de droit divin, c'est-à-dire le retour de l'Église, c'est-à-dire le pouvoir de la religion. D'accord. D'ailleurs, c'est le slogan qui a été brandi par les révolutionnaires, c'est-à-dire éjecter l'Église du pouvoir. Donc, eux, quand ils se sont soulevés, ils disaient que on veut plus que l'Église, on va dire, s'immisce dans les affaires politiques, etc. Et on veut plus que l'Église nomme, on va dire, ceux qui dirigent la nation française, en quelque sorte. Donc, c'était un échec parce que l'Église, elle est revenue en force, donc le droit divin, comme on dit, et grâce à Hadouma, les deux rois Hadouma, donc qui étaient les frères de Louis XVI. Et par cette affaire-là, on comprend que tout ça, c'est comme on dit, c'est du bouillon pour les morts. Donc tout ça, c'est une histoire, c'est de la propagande. Quand on dit que on a eu la naissance de la République, etc. Non. Donc ça a fait plouf, comme le disent les Français eux-mêmes. Ok. C'est pas moi qui le dis aussi, et même sur Wikipédia, on dit que c'était un échec. Donc c'est pas la peine de me faire porter la responsabilité en disant cela, bien que je l'assume. Donc, juste on va jeter un coup d'œil à Jma'al. Donc, la restauration, appellation courante, est la période de l'histoire de France correspondant à la restauration de la monarchie. Voilà, c'est du noir sur blanc. En tant que régime politique en France, ou plus exactement, dans ce qu'il restait de l'Empire napoléonien, elle se subdivise en, d'une part, une première période entre la première abdication, c'est-à-dire qu'on a, on va dire, éjecté Napoléon, le 6 avril 1814, et son retour au pouvoir en 1815. Donc, il est revenu de son île, avec l'île d'Elbe, il est resté 100 jours. Il est resté 100 jours au pouvoir. D'accord. D'autre part, une seconde période, sa chute définitive, ou chute du Premier Empire, parce qu'il n'a pas réussi son coup. Et là, la révolution des Trois Glorieuses, à partir du 29 juillet 1830. Donc, la révolution des Trois Glorieuses, c'est un petit peu la révolution française 2.0. D'accord. Une sorte de... Parce qu'il faut comprendre que la révolution française, on a beaucoup à dire sur ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut analyser et comprendre. C'est que ça n'a pas vraiment été une révolution populaire. Certes, le peuple, il a été, on va dire, le peuple a rejoint la révolte pour certaines choses. Bien entendu, on va dire les conditions sociales à cette époque-là, la famine, etc., etc. Mais on va dire les meneurs et on va dire les créateurs de cette affaire-là, de la révolution, ce sont des bourgeois. C'est une classe bourgeoise. Ce sont on va dire, je dirais même des libéraux.
D'accord? C'est les ancêtres des libéraux à cette époque-là, le mouvement, je sais pas si on peut l'appeler aussi le mouvement libertaire. Ok? Donc c'était des bourgeois qui étaient en conflit avec l'Église, qui étaient en conflit avec plus avec l'Église. Et le roi, c'était en quelque sorte le représentant du droit divin, donc c'était le représentant, pour eux, en tous les cas, de l'Église et du pouvoir religieux. Donc, ils ont décidé de faire la guerre à la religion. Et c'est pour ça qu'on a abouti à des textes sur la laïcité, etc., etc. D'accord? Et il faut comprendre aussi que le noyau de ces révolutionnaires, et en tous les cas l'élite révolutionnaire, c'était des francs-maçons. Peut-être pas tous, mais en tous les cas, en grande majorité, ils étaient, on va dire, adeptes de la franc-maçonnerie. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien cerner toute cette affaire pour qu'on puisse comprendre les événements. Et, euh, et vous allez me dire quelle est la relation avec la vie. Et ben, on va voir petit à petit et les choses vont s'éclaircir. D'accord? دونك فوالا دونك راكم تشوفوا باللي الحكايه هذه فارغه. الحكايه هذه تاع لا ريفولوسيون فرونسيز ولا مونارشي elle est revenue après mais c'est un petit peu occulté par les médias français mais on nous montre toujours la scène de la révolution française et de la République. D'accord? Donc cette période est interrompue par les 100 jours 20 mars et 8 juillet 1815, pendant lesquels l'empereur déchu Napoléon reprend le pouvoir, ça c'est on l'a dit. Première restauration. La seconde restauration sera suivie par la monarchie de juillet 1830 à 48, également limitée par la nouvelle charte de 1830 sous le règne de Louis-Philippe Ier. Voilà que c'est jusqu'à Hadaya. La monarchie, elle va rester jusqu'à Louis-Philippe Ier. Issu et encore, on a à discuter. Il y a comment on appelle ça, les dessous des tables. Parce que moi, ce que j'ai pu comprendre, en France, le pouvoir, c'est, il y a un pouvoir de façade, mais il y a en réalité une lutte fratricide dans les milieux, on va dire, les différents milieux bourgeois, aristocratiques, et je dirais aussi financiers. Bon, ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre, d'accord? Donc le pouvoir de l'argent, le pouvoir, on va dire, féodaliste, d'accord? L'aristocratie, etc. Les propriétaires, on va dire, propriétaires des terrains, comme on dit. Il y a le terme m'échappe, d'accord? Il y a aussi les classes bourgeoises qui veulent leur part du gâteau. Et actuellement, si vous faites, on va dire, une analyse en profondeur, vous comprenez que c'est ce qui se passe actuellement en France. C'est exactement ce qui se passe. D'accord? Donc nous avons, on va dire, les riches, d'une certaine manière, qui, eux, prennent le pouvoir, financent les médias, etc., et financent les politiques. Donc c'est eux qui mettent, on va dire, d'une manière directe ou indirecte tout l'exécutif. Et on le voit avec, par exemple, les dernières élections présidentielles, celle de Macron, là où ça a été vraiment flagrant. Et vous avez aussi, bien sûr, une élite, on va dire, culturelle, ou en quelque sorte la classe cultivée française, qui est aussi, d'une certaine manière, qui prend parti du pouvoir de l'argent, en quelque sorte. Donc ça, c'est ce qui se voit actuellement. Mais ça a été toujours le cas avant. Ça a été toujours le cas avant, pendant les monarchies. Et même pendant le règne dictatorial, comme on dit, de Bonaparte. Donc, il faut le comprendre. Ok. Donc, on continue là.
Donc la Restauration s'avéra être une époque d'expérimentation des équilibres possibles entre les régimes politiques de la monarchie et du parlementarisme, comme entre la suprématie royale et la séparation des pouvoirs, principaux acquis de la Révolution française, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a eu, on va dire, un partage des pouvoirs entre tous les acquis, on va dire, ou une partie des acquis de la Révolution et le pouvoir de la monarchie. D'accord? Donc, ce qui nous mène à comprendre que tout ça est bien, on va dire, nous démontre bien que il faut toujours analyser les événements. Pour comprendre que on vit dans un monde où la subversion règne en maître. La subversion règne en maître. Celui qui ne se donne pas l'effort d'aller chercher, de comprendre, il sera toujours, comment dirais-je, il sera toujours mis hors piste. C'est-à-dire que tu seras, on va te mener dans des sentiers où on va te montrer quelque chose qui n'est pas la réalité. D'accord? Malheureusement, c'est ça. Donc il faut toujours essayer d'avoir un regard critique sur les événements et surtout tout ce qui est médiatisé. D'accord? Personnellement, je ne fais jamais confiance aux médias. Et notamment les médias qui travaillent pour telle et telle, on va dire, telle et telle force politique. D'accord? Ou je dirais même le terme oligarchie. Pour telle et telle oligarchie. D'accord? Donc il faut vraiment faire attention. Donc on continue notre quête de la vérité. Bon, cette personne-là, cette image, c'est celle de Louis XVIII. Ouais, c'est Louis XVIII. Donc ça c'est le monarque. C'est le premier monarque qui a, on va dire, qui a fait que la monarchie est revenue en force et qu'il a représenté bien comme il faut. Donc ça c'est le frère de Louis XVI qui a été guillotiné. Donc vous voyez l'ironie du sort. Ça veut dire que vous avez guillotiné Louis XVI, voilà son frère qui revient et qui prend le pouvoir. Et encore pire, c'est que son autre frère aussi il prend le pouvoir. D'accord? Ok, pour vous dire. Ça c'est Charles X. Ah, ce sont les deux personnages clés de la restauration de la monarchie. Et je pense il faut comprendre aussi un détail important, que ces deux-là font partie de ce qu'on appelle la maison des Bourbons. D'accord? La maison des Bourbons, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails dans cette affaire-là. Ça veut dire qu'il y a une descendance généalogique. Et ces deux-là font partie de ce qu'on appelle les Bourbons. La dynastie, on va dire, des Bourbons. En gros. D'accord? Et cette dynastie des Bourbons, par la suite, elle va entrer, entre parenthèses, en lutte acharnée pour le pouvoir monarchique, jusqu'à maintenant, je répète, jusqu'à maintenant en France, et vous allez comprendre pourquoi après. Si vous restez, je vous invite à visionner cette vidéo en entier pour que vous puissiez comprendre pourquoi je le dis. Parce que la maison des Bourbons, elle est dite la maison des Capétiens. C'est-à-dire, selon ma compréhension, ça veut dire que c'est le pouvoir de l'Église, c'est une famille catholique, donc c'est la religion. Et ils vont rentrer en lutte avec les Orléans. Les Orléans, ça veut dire la dynastie des Orléans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, après l'événement le retour de la monarchie par les deux frères de Charles, non pas Charles, de Louis XVI qui a été assassiné. Charles X c'est le deuxième frère. Et il y a eu après la monarchie de Louis-Philippe. Louis-Philippe,
qu'on verra juste après. Et Louis-Philippe, c'est la maison des Orléans. D'accord? Donc on va le voir ici. Et ceci, bien entendu, il y a beaucoup d'événements dans cette affaire-là. Il y a eu un événement crucial qui est les Trois Glorieuses, qui est, si vous voulez, en quelque sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, une deuxième révolution, et c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que ça a été toujours orchestré par une classe bourgeoise, etc., et le peuple, malheureusement, sous l'effet de la misère, etc. Les peuples, c'est toujours la dernière roue de la charrette, parce que le petit peuple, malheureusement, il est tellement occupé à se battre pour sa survie qu'il n'a pas le temps de penser à autre chose. En tous les cas, surtout à cette époque-là, maintenant un peu mieux parce qu'il y a des moyens, et il y a bien entendu aussi l'accès à l'éducation, etc., qui a changé un petit peu les choses. Mais même jusqu'à maintenant, dans certaines régions du monde, le petit peuple, ou d'une certaine manière le prolétariat, ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ils sont toujours utilisés dans ces événements-là. Ils sont toujours manipulés. Et d'ailleurs, dans la première Révolution française, c'était Robespierre. Il s'est connu que c'était, en tous les cas, il y a beaucoup d'historiens disent que c'était un très très grand et fin manipulateur des masses. D'accord? Donc la même chose ça a été fait ici. Donc pourquoi on les appelle les Trois Glorieuses? On va voir ici. Donc la Révolution de Juillet et la deuxième Révolution française, c'est logique. Après la première, celle de 1789, elle porte sur le trône un roi, un nouveau roi, qui est Louis-Philippe Ier. D'accord? Donc, quand tu me dis une nouvelle Révolution française, en réalité, ce n'est pas vraiment le cas, parce que la Révolution française, elle est censée créer une république. Là, on aboutit à une autre monarchie. D'accord? Donc, on a même des doutes. Personnellement, j'ai des doutes ici que ça n'a pas été fait exprès pour qu'il y ait une autre monarchie. Parce que des fois, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Moi, je le dis toujours, j'aime bien ce dicton. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, on te dit ceci, cela. Et c'est d'ailleurs, je donne un conseil aussi à nos Algériens, je le répéterai jamais assez. تبعوا هذوك الناس اللي مانيبيليو في الحراك etc. تقول باللي انت راح يديني à une situation, on va dire une nouvelle situation. Or que ces gens-là qui se disent, on va dire leaders du Hirak et ils donnent des conseils à nos jeunes etc. Peut-être que leurs idées c'est un petit peu la même chose de ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire une monarchie ou une dictature ou comme on l'a vu en Tunisie une impasse, carrément une impasse, d'accord. Donc il faut faire très attention, d'accord. Donc هنايا نكملوا قلنا Louis Philippe هذا اللي هو c'est un cousin les deux autres qui sont Louis XVIII et Charles X. Et c'est un cousin, on va dire, lointain en quelque sorte. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Et ce gars-là, il va prendre le pouvoir, il va devenir monarque, c'est-à-dire un roi. Et ça va poser un problème après, parce que les milieux monarchiques, d'ailleurs, qui existent jusqu'à maintenant en France, et les Français, je pense qu'ils devraient le savoir, s'ils nous écoutent, les milieux monarchistes disent que le descendant, s'il y aurait un roi en France, et c'est une hypothèse qui n'est pas très à exclure, on n'en sait rien à l'avenir, et Gouloubli, c'est-à-dire que les adeptes de la monarchie en France disent que c'est à lui, la descendance de ce Louis-Philippe, que revient la monarchie. Or que les autres disent non. Donc on est là, on va dire, on est en train d'assister, on va dire, à une querelle entre dynasties monarchiques. D'accord?
ce qui peut avoir des conséquences très dangereuses pour la France. Bon, mais ça ça reste, on va dire, ça reste à vérifier avec les événements d'histoire. On n'en sait rien, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Pour le moment, la France, elle est dite république. Bon, personnellement, j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là. Je ne pense pas vraiment que c'est vraiment une république. Loin de là, parce qu'il y a beaucoup de sous de cartes là-dedans. Moi, je dirais que la France, c'est plus, on va dire, un pouvoir oligarchique. C'est un pouvoir oligarchique, c'est-à-dire que c'est des oligarques qui mènent la danse en France. D'accord. Et un Français qui veut vraiment comprendre, je ne pense pas qu'il aura beaucoup de difficultés à le comprendre. Il suffit d'aller chercher. D'accord. Donc, on continue. Donc, Louis-Philippe, il revient à la charge et prend le pouvoir. Donc, la seconde restauration. Cette révolution se déroule sur 3 journées, le 27, 28, 29, 30, qui est un échec aussi, qui aboutit à la nomination de Louis-Philippe Ier. Bon, ici, après une longue période d'agitation ministérielle, parlementaire et le roi Charles X tente par un coup de force constitutionnelle de freiner les ardeurs des députés libéraux par ses ordonnances de Saint-Cloud, etc. Du temps parisien se soulève, dresse des barricades, etc. Donc il y a eu, on va dire, un conflit de pouvoir, etc. Parce que la monarchie est revenue en force, etc. Le contraire de Louis XVIII, Charles X, c'était vraiment le monarque absolu. D'accord. Il voulait vraiment le retour de la monarchie totalitaire. D'accord. Ce qui a eu, on va dire, quelques remous. Mais ça a quand même abouti avec une autre monarchie. Mais j'insiste sur Charles X. Pourquoi j'insiste sur Charles X? Parce que sous le règne de Charles X, on a eu la conquête de l'Algérie. Donc c'est Charles X qui a orchestré l'invasion de l'Algérie. D'accord. Maintenant, ce qu'il y a eu après, on va laisser ça pour une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la campagne d'invasion d'Algérie. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est juste que c'est sous le règne de Charles X que ça a été fait. D'accord. On revient. Charles X, il est mis en échec. Et là, il y a eu une passe, on va dire, une négociation. C'est là pourquoi je vous dis que le pouvoir en France, ça a été toujours comme ça. Et je pense, à mon avis, jusqu'à maintenant, ça a été toujours une passation, on va dire, un accord. D'accord. Une fois qu'on a l'accord, après, on fait tout un truc, grâce à la puissance des médias, etc. L'argent, et on crée en sorte une utopie démocratique. Et on aboutit à toute une mise en scène pour mettre quelqu'un comme ça en disant que c'est le président. Bon, vous allez dire que vous êtes trop dur dans vos propos. Ça reste un avis personnel. Mais moi, je dirais que c'est un avis que j'ai constaté selon ma petite recherche. Ça n'a pas été très dur à le comprendre. Ok. Donc, libre à vous de l'interpréter comme vous voulez. Dans mon cercle personnel, il y a des gens qui me disent non, la France est une démocratie, etc. Moi, je dis non. Je ne pense pas. D'accord. En tous les cas, à l'état actuel, je ne pense pas. À l'avenir, je n'en sais rien. Je dirais même que la France, elle peut redevenir une monarchie, au vu de ce que je suis en train de voir. Parce que les forces en question sont encore là. Et on va dire, les discussions sous les tables sont encore là. L'argent, il est encore là. Donc, tout est là pour que cette situation dure et perdure. Et malheureusement, le petit peuple français, il est complètement à l'écart de cette histoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on assiste de temps en temps à des révoltes telles qu'on a vu. Et
Mais généralement, ça n'aboutit pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que ce système, il est extrêmement bien huilé et il est couvert avec, on va dire, toute une propagande médiatique, mais alors redoutable, qui est utilisée contre nous, qui est utilisée aussi contre l'Algérie pour, bien sûr, des raisons, on va dire, géopolitiques. D'accord? Donc, on va terminer. Donc, la maison d'Orléans, qui est la branche cadette de la maison des Bourbons, comme je vous ai dit, succède ainsi à la branche aînée. Le duc d'Orléans est proclamé roi des Français et non plus roi de France. Alors là, on a fait un petit peu, changé un petit peu en disant que ce n'est plus le roi de France, celui roi des Français. Donc, vous voyez un petit peu ça, c'est un petit peu marrant. Bon, on va me dire qu'il y a une différence, peut-être, mais bon, pour moi, roi des France, roi des Français, peu importe, mais l'essentiel c'est qu'il a le statut de la royauté. D'accord? Donc, on continue dans notre analyse. Voici le roi Louis-Philippe, d'accord? Louis-Philippe, né en 1773, etc., etc. Bon, apparemment, il est né en Angleterre, bon, clairement au Royaume-Uni, donc, etc., etc. Il est le dernier monarque, soi-disant français, du dernier roi, donc roi des Français. Premier prince du sang sous la Restauration, le prince Louis-Philippe, au cours de sa vie, portait successivement les titres de duc de Valois, duc de Chartres, etc., etc. Ça, c'est des dénominations qu'on donne. Tout ce qui est de sang royal, toutes les familles de sang royal. La branche cadette des Bourbons, et voilà, ça c'est la lutte qui est, on va dire, apte à régner s'il y aurait un retour de la monarchie, il y a une probabilité, même si elle n'est pas, pour le moment, elle n'est pas très importante, il y a une probabilité que ça arrive. Donc je dis à nos amis français qui regardent cette vidéo, s'il y aurait des Français, ben que c'est c'est possible que vous auriez un roi un jour. Hein. Faut pas. Donc si vous voyez cette vidéo là, ne soyez pas surpris. Donc ça c'est pour vous dire. Peut-être que ce sera bon pour vous, hein, on sait rien. En tous les cas, il y a une probabilité que ça va se passer. Ok, donc nous avons ici quelques événements. Donc la branche cadette du Bourbon, la maison d'Orléans accède alors au pouvoir. Louis-Philippe n'est pas sacré roi de France, mais intronisé roi des Français. Commencé aux barricades de révolution de 1830. Donc d'autres barricades, etc. Deuxième République. Bon, ça c'est on peut pas trop s'étaler sur ça. L'essentiel, c'est que vous voyez noir sur blanc. Je n'invente rien, je mets. Tout ça, c'est disponible. Vous pouvez aller, il y a beaucoup d'informations sur le net. Les médias officiels n'en parlent pas beaucoup. En tous les cas, personnellement, depuis que je suis, d'une certaine manière, les médias français, j'ai rarement vu traiter de sujet là. D'accord. Tout ça pour vous montrer que ce n'est pas ce qu'on dit, la réalité est tout autre. D'accord. Donc, Hahoua, le roi du Philippe, en tenue militaire. D'accord. Maintenant, on va pas terminer sur ça, mais on va concernant l'aspect royauté, etc. L'échec et on va dire l'échec cinglant des révolutions, que ce soit la première et la deuxième, et surtout la première, la Révolution française, à faire naître une république, et il est vraiment clair maintenant pour tout le monde, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, parce que les événements qui vont venir après la monarchie, je vais comme je vous ai dit, je vais laisser ça pour une autre vidéo, parce qu'il y a d'autres événements très importants aussi, pour qu'on aboutisse à notre situation, à dire la situation actuelle. Et néanmoins, on va aborder aussi le sujet de l'Algérie, pourquoi la France ne donne pas des excuses, etc. Mais avant cela,
Ça, c'est une vidéo qui va vous expliquer que l'affaire de la royauté et le retour d'une autre monarchie, ça veut dire une autre restauration, je dirais une troisième restauration, non, je dirais même une quatrième restauration, je ne sais pas quel est le nombre, n'est pas exclu. Et vous allez voir, dans ce documentaire, on va parler des événements actuels. Et on va voir un petit peu dans les milieux en France, dans les milieux politiques, etc., que la monarchie, elle est encore vivante. Qu'il y a des adeptes et qu'il y a des gens qui veulent le retour d'une monarchie en France. Maintenant, cette monarchie, il y en a qui la veulent capétienne, celle, on va dire, des Bourbons, avec un roi qui est issu de la dynastie des Bourbons, mais il y en a d'autres qui veulent que ce soit une monarchie orléanaise, c'est-à-dire la maison d'Orléans, donc le cousin, on va dire, du roi Louis XVI. D'accord. Donc on va voir ensemble cette petite vidéo pour qu'on puisse comprendre. D'accord. Les Français le lui demandent, il se dit... Bon, je vais la mettre ici. Si les Français le lui demandent, il... Voilà, royaliste, une histoire de France. Royaliste, une histoire de France. Voilà. Si les Français le lui demandent, il se dit prêt à monter sur le trône. Louis de Bourbon, 44 ans, descendant de Louis XVI. Cet homme qui a apporté son soutien aux Gilets jaunes enthousiasme les nostalgiques de la monarchie, mais il n'est pas le seul. D'autres prétendants sont soutenus par un mouvement nationaliste. Voilà, celui-là c'est un descendant bourbonnais qui m'a goûté le com. Ça c'est le descendant de Louis XVI. Donc c'est la descendance des rois qu'on a vus. Comment dirais-je, Louis XVIII et Charles X. D'accord. Donc ça c'est le représentant de la maison des Bourbons. Ce qui remporte un certain succès chez les jeunes. C'est un reportage de Pauline Bensassi et Emmanuel Michel. Dimanche 20 janvier, une foule se rassemble devant la chapelle expiatoire dans le centre de Paris. Une messe est organisée en hommage à Louis XVI et Marie-Antoinette, inhumée ici en 1793. Anne-Marie est venue spécialement de Beauvais. Elle s'est levée aux aurores. Pourquoi vous êtes venu ce matin? Qu'est-ce qui est important pour vous? Eh bien, pour les commémorations d'un bon roi qui a été assassiné, et puis pour voir Monseigneur. Vous voyez, il y a des adeptes, des gens qui sont encore pour eux, le roi, ça reste, on va dire, la figure prépondérante de la vie politique en France. Monseigneur, etc. C'est un retour, on va dire, en force, on va dire, de la culture monarchique, d'accord. La culture fabaine. Monseigneur, nous meilleurs vœux de très bonne année. Monseigneur, c'est lui, Louis de Bourbon, 44 ans, dit Louis XX, descendant direct de Saint-Louis, Henri IV et Louis XIV. Voilà. Nostalgiques de l'ancien régime, les royalistes produisent un discours politique où il est question d'un pays qui n'a plus de valeur et qui a besoin d'un roi, fervent catholique, pour diriger la France, qu'il soit partisan de Louis XX. C'est toujours les slogans, c'est toujours qui m'empêche dans le trouble. D'accord, des milieux que ce soit les oligarques, les bourgeois, les aristocrates, il faut comprendre, on ne peut pas rentrer dans les détails. Un jour, on va analyser tout ça. C'est quoi un aristocrate, c'est quoi un... Mais il faut essayer d'avoir un minimum de compréhension sur ces concepts. Ça, c'est très important pour comprendre. C'est eux qui manipulent, et on va dire, grâce à des slogans, comme quoi que nous, on va faire mieux que les autres, mais il n'en est rien. C'est une lutte entre eux pour le pouvoir, et le peuple, il est utilisé à gauche et à droite. Le peuple, généralement, c'est celui qui paie l'addition. Il gagne rien à la fin. D'accord? Et c'est exactement ce qui se passe en France actuellement. Et pas uniquement en France, hein. Pas uniquement, il faut être honnête. Ce n'est pas uniquement en France. Il y a plusieurs autres pays. Même aux États-Unis, bien qu'aux États-Unis, on n'a pas vu de monarchie en tant que telle, mais c'est un jeu, on va dire, entre pouvoirs, d'accord. Donc on continue. Ou de Jean d'Orléans, autre prétendant au trône. Ah, là c'est l'école d'Orléans, celui qu'on a vu. C'est l'école d'Orléans, ça veut dire c'est le cousin, d'accord.
d'un souverain sacré. Louis Philippe. Et à la sortie de la messe, les sujets s'inclinent devant celui qu'ils appellent le roi. Nous sommes trois frères, ça vous dérange de prendre une photo? De nationalité franco-espagnole, Louis XX est héritier de la couronne française par son père, Voilà. mais aussi arrière-petit-fils de Franco par sa mère. Il a grandi en Espagne. Sur ces images, on le voit quand il avait 26 Il a même des ans, origines jeune espagnoles. banquier, affichant sa simplicité. Est-ce que vous pourriez vivre sans travailler? Non, pas du tout. Malheureusement pas. La fortune des rois de Parce que je mets dans l'histoire, comme les dynasties et les royaumes, ils se partagent le pouvoir, on va dire, monarchique dans d'autres contrées. Le gars, je sais pas, son fils il se marie avec la princesse de tel autre roi dans une autre contrée, il devient lui aussi roi. C'est tout un... Mais tout ça c'est pour régner, c'est pour le pouvoir. D'accord? C'est pas pour améliorer ou là pour le peuple ou là. D'accord? Tout ça c'est du people. France n'est pas arrivé jusqu'à vous. Non, pas encore. Louis est télégénique, sportif, mais aussi valseur émérite. Peut-être qu'il aura son jour de gloire. Peut-être qu'il va devenir roi de France. On n'en sait rien. On peut pas savoir. En tous les cas, le temps passe. Bon. Si c'est pas celui-là, peut-être son petit-fils. Peut-être jamais. Peut-être qu'on va pas assister à une autre monarchie. On n'en sait rien. Mais en tous les cas, les ingrédients sont là. Celui qui vous dit le contraire, il est en train de vous manipuler, je m'arrête. Même pour les Français qui nous écoutent. Celui qui vous dit que il n'y a aucune possibilité que la monarchie revienne en France, il est carrément fou, ou je dirais qu'il est en train de vous manipuler. Il faut que vous le compreniez. D'accord? Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Pourquoi? Parce que c'est ça l'effet. Moi, c'est pas... Ces gens-là existent. Cette mouvance existe. D'accord? Et déjà à l'époque, quand on lui demandait s'il voulait être roi, il répondait: Moi, je suis disponible, donc demandez aux Français. Est-ce que vous pensez que la monarchie, c'est quelque chose de moderne? Bon, la moitié des pays en Europe ont une monarchie et ça a l'air de très bien fonctionner, par exemple en Espagne. Qu'est-ce que la monarchie apporte à ces Il est en train de vendre son projet. pays? Je pense qu'elle amène surtout une unité, une stabilité et un repère surtout historique. Depuis, il s'est marié. Quelque part, quand on voit un petit peu les résultats de la République en France, c'est pas très brillant tout ça. Donc, je sais pas. Moi, je suis pas français, je suis pas là pour donner des conseils des Français, mais c'est juste un point de vue. En tous les cas, la République, c'est un échec, c'est un fiasco. C'est un fiasco total. Le pays, il a été dilapidé, les oligarques craignent en maître, le petit peuple ne s'en sort plus, les gens n'arrivent plus on va dire, à couvrir leur fin de mois, c'est la survie. On a quelques-uns comme ci par là qui arrivent à tenir, on va dire, qu'ils arrivent un petit peu à survivre, mais de manière générale, le prolétariat là, il souffre en France, c'est une réalité. Donc, je sais pas si ce projet-là est meilleur. Moi, j'ai des doutes, ni celui-là ni l'autre, mais c'est à vous de voir. Donc, voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que le gars-là, il n'est pas en train de mentir, c'est une réalité, c'est que, en tous les cas, la France en tant que république, c'est pas brillant. D'accord? Et à Marie-Marguerite Vargas, fille du patron d'une grande banque vénézuélienne, dont il est devenu le vice-président. Et il partage son temps entre Caracas et Madrid, où vivent ses enfants. Avec les années, son discours n'a pas changé. Récemment, il a fait part de son soutien au mouvement des Gilets jaunes. Voilà. On pêche dans le trouble. Et celui-là, là, par exemple, ce gars-là, je suis pas en train de l'accuser de quoi que ce soit, là, mais apparemment, il est tombé sous le charme. Faire une photo avec nous? Je pense que les Français, peut-être, ont été un peu abandonnés et le gouvernement n'a pas pris les mesures, ou n'a pas su expliquer les mesures qu'ils ont prises et n'ont pas tenu en compte le... C'est pour ça que moi, je peux pas faire confiance à ces gens-là. Donc, toujours, je sais pas, en tous les cas.
la population. Et ce jour-là, quelques partisans du prince se retrouvent pour déjeuner. Toi, tu vis dans le Gotha, tu vis dans on va dire, dans les milieux UP. Vous allez voir, on va dire, c'est toujours, on va dire, c'est toujours les milieux UP, d'accord. On voit ici un prêtre, donc il y a des gens qui, parce que l'Église catholique aussi, il faut reconnaître que on a beaucoup à discuter. Hein. C'est plus politique que religieux. D'accord. L'Église catholique, ça c'est un avis. Peut-être que je vais faire une vidéo là-dessus. C'est possible. Parce que l'Église catholique, elle nous concerne nous aussi en Algérie parce qu'ils sont très actifs. Ils essayent d'être actifs. Et ils sont très liés, contrairement à ce qu'on dit. Et pour les Français qui nous écoutent, ils sont extrêmement actifs avec le pouvoir en France. Qui se dit laïque, d'accord, notamment à l'étranger, Donc ça, il faut le comprendre. Nous, les Algériens, on le sait. Nous, les Algériens, en tous les cas, une grande partie des patriotes algériens le savent. Ok, on connaît leur jeu à l'extérieur et notamment dans notre pays. Donc ça, on n'est pas dupe, d'accord. C'est pas vraiment une institution religieuse, c'est beaucoup plus que ça. C'est une institution politique et qui tire son épingle du jeu avec les différents. Actuellement, il y a un pouvoir soi-disant républicain en France, donc il joue avec. Et le pouvoir républicain aussi les utilise. Il forme un réseau d'informateurs très important pour lui, à travers surtout l'Afrique. Donc voilà, donc je vous dis que ceux-là aussi, il faudrait les prendre en considération, d'accord. Ils sont pas morts loin de là, d'accord. Ces derniers temps, les monarchistes ont le sourire. Ils affirment recevoir de plus en plus de soutien. Suite à l'intervention du prince au sujet des Gilets jaunes, nous avons accueilli un flux de personnes qui ont souhaité se renseigner. Loïc Bavrel a 36 ans. Il est responsable des ressources humaines d'une entreprise de service à la personne. À ses côtés, Philippe Montillet, membre du secrétariat du prince. Et l'un comme l'autre croient au grand soir pour les monarchistes français. En politique, tout est c'est ce qu'on disait. Voilà. On aurait pu penser en 1989 que quasiment du jour au lendemain, le monde communiste allait s'écrouler. Exact. Une révolution oui, c'est vrai. C'est ce que prônent certains royalistes. Louis fait partie de la section et... Tout est possible jusqu'à preuve du contraire, Hajma. Je le répète, tout est possible jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Étudiante de l'Action française. Une fois par semaine, il vend dans la rue Le Bien Commun, journal tract de cette organisation réputée comme radicale. Demandez le bien commun, le magazine de l'Action française. Formé à l'Action française depuis ses 18 ans, Louis déroule son argumentaire. À 21 ans, on se soucie de son avenir. À 21 ans, on regarde le monde dans lequel on est et on voit que c'est un peu le chaos, qu'il y a une élite mondialisée qui profite du système et que derrière, il y a toute une grande partie de la population qui en souffre. Et donc, c'est pour ça qu'à 21 ans, je m'engage pour un mouvement royaliste. Sauf que ce gars-là, vous voyez, les jeunes, ils comprennent pas les dessous qu'on est en train de parler. Parce que je sais pas quelle est la raison, peut-être qu'ils font pas assez de recherches, peut-être qu'il manque un petit peu de sagesse, d'expérience, mais ils savent pas que ces monarchies-là font partie de ce système qu'il est en train on va dire, qu'il rêve de combattre, qu'il rêve il veut, on va dire, détruire, d'accord. Mais il sait pas que la monarchie, ça fait partie, ou en tous les cas, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en tant que modèle de monarchie, ça fait partie de ce système. C'est un jeu de pouvoir. C'est ça le problème. Maintenant, peut-être, je n'en sais rien, peut-être que une monarchie en France, peut-être qu'elle va faire du bien, mais peut-être que ça va faire empirer les choses, on n'en sait rien. Donc, c'est l'histoire qui va nous le dire. Mais en tous les cas, une approche comme celle-là, moi je suis pas très d'accord. D'accord ? Un discours proche de celui de l'extrême droite.
Et d'ailleurs, l'action française a été confondée par Charles Maurras. Journaliste et idéologue nationaliste, antisémite, partisan du régime de Vichy, mais aussi académicien, il fut condamné en 1945 à la prison à vie pour haute trahison. Pour Maurras, la monarchie serait supérieure à la démocratie parlementaire, rongée par les intérêts personnels. Gloire, honneur au roi Louis XVI, celui qui a été guillotiné. Et ça, c'est très très récent. Hein. Moi, je sais pas quelle est la date de ce documentaire, mais c'est très récent. Allez vérifier, c'est récent. Donc on parle de Gilets jaunes, donc ça doit être 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Des jeunes, en 2018, ou 2017 ou 2019, je n'en sais rien, qui disent gloire au roi Louis XVI. Ça, c'est pour vous mettre dans le contexte. Et ça, on ne donne pas importance à ça en tant que tel, pardon. Mais moi, je vous dis que ça existe. Donc, ne me dites pas que c'est une histoire finie, celle-là. Moi, je pense pas. Peut-être qu'ils sont pas encore bien organisés. Mais nous, moi, je dis ça en tant qu'Algérien. C'est juste par curiosité. Puis, en attendant de terminer ma vidéo et de répondre à mes concitoyens. Et peut-être ça intéresserait aussi les Français. Pourquoi la France ne présentera pas d'excuses? D'accord? Donc on continue pour le moment. Ce jour-là, en plein cœur de Paris, l'Action française organise une marche au flambeau. Et la pensée de Maurras, ces royalistes radicaux la reprennent en slogan. Voilà le roi. Parmi eux, le roi qui a été assassiné. Louis. Pour lui, l'instant est solennel, fondateur de son engagement. On a lu un discours de Robespierre qui montrait très clairement que le procès de Louis XVI était une mascarade. Et on va reprendre la marche tranquillement jusqu'à Saint-Roch, à travers les rues de Paris, pour faire résonner notre voix dans les rues. Robespierre qui dit que le procès de Louis XVI c'était une mascarade. Ça veut dire qu'il a été expéditif. D'accord? Donc il n'y a pas eu de procès. Et d'une autre manière, ça c'est le père spirituel qui a été lui-même assassiné, on l'a déjà dit. Et lui-même qui dit les droits de l'homme. Donc allez comprendre cette affaire-là. Et les droits de la défense et tatata par-ci par-là. Et je crois qu'il était même avocat si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, excusez-moi. Mais je crois qu'il était dans le domaine du judiciaire, quelque chose comme ça. Ok? Où il a fait des études. En tous les cas. Never mind, comme on dit en anglais. Donc, on continue. Pour que l'idée monarchique revienne à nouveau en France. Gloire, honneur au roi Louis XVI. Gloire, honneur au roi Louis XVI. Les idées, finalement, en fait, elles apportent une réponse à des problèmes actuels. C'est des idées qui, encore aujourd'hui, peuvent apporter des solutions. Selon un sondage datant de 2000. Ça veut dire que la société française contemporaine, elle est en train de se chercher. Elle est en train de se chercher. Bah, mais ça, moi je dirais que c'est normal. C'est normal. Mais seulement, le truc, c'est qu'il faut pas dire que les autres sont incapables ou n'ont pas le droit de se chercher aussi. Ce qui est un petit peu notre cas aussi. Le cas de l'Algérie aussi, nous avons nos problèmes. Nous sommes en train de rechercher un état de droit. Patati patata, comme vous dites. Et c'est comme ça. Donc ce qui est normal pour vous, c'est normal aussi pour nous. C'est un épisode où je parle d'histoire entre l'Algérie et la France. C'est un épisode où il y a eu la rencontre on va dire de deux peuples dans des contrées différentes. D'accord. À un moment donné, avec des événements très critiques. Il y avait, on va dire, un conflit entre deux nations, deux États, pour être plus précis. C'est pas moi qui le dis. Et voilà, on a assisté après à des événements pendant plus d'un siècle, qui a abouti avec une guerre, ce qui est tout à fait normal. Et il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de conflits qui ont abouti à cette guerre-là de 54. D'accord.
Donc nous aussi, maintenant, ça fait 60 ans, parce que quand je vois, je m'adresse ici aux Français, quand je vois vos élites qui s'ingèrent dans nos affaires, qui veulent nous donner des leçons, pourquoi qu'ils ne vous donnent pas des leçons à vous? Pourquoi qu'ils ne parlent pas de ces événements-là? Pourquoi qu'ils n'analysent pas? Il y a ça le problème. S'ils le font, ben c'est tant mieux. Peut-être moi je suis pas assez informé. Mais en tous les cas, quelque chose est sûr, je sais que c'est pas terrible ce qui se passe en France. Ça c'est clair. D'accord. Il y a beaucoup de problèmes d'ordre politique et tout ce qui s'ensuit. Donc que chacun s'occupe de son linge sale. Et d'ailleurs, moi j'aurais jamais dû faire cette vidéo si ce n'était pas les ingérences françaises et notamment de l'élite politique en France, bien sûr menée par l'Élysée, le Quai d'Orsay, etc. Donc c'est ça. Et le dernier épisode aussi m'a fait, on va dire, m'a donné plus de volonté pour faire ce genre de vidéo concernant la mémoire, etc. Donc voilà, que moi je dis les choses comme je les pense. Et maintenant, s'il y aurait des critiques, des réponses, bien entendu, tout est la bienvenue, il n'y a aucun problème. Ben, j'essaierai de répondre comme je peux, le plus honnête possible. Et puis voilà. 17% des Français seraient favorables à un retour de la monarchie. Pour que vive la France! Vive le roi! Voilà, vive la France, vive le roi. Ah, d'accord. Donc vous voyez, c'est pas aussi blanc comme on le dit, c'est pas aussi, comment dirais-je, clair comme on le dit. Il y a beaucoup de cachotteries, il y a beaucoup de choses. Maintenant, pour conclure cette vidéo, pourquoi la France ne s'excusera pas? Ben moi, ce n'est pas très compliqué à comprendre. C'est-à-dire, la France, c'est, comme je vous ai dit, c'est un pouvoir, que ce soit monarchique ou républicain ou autre, c'est un pouvoir totalitaire. D'accord? Ça veut dire que on n'a pas ici, on pense pas aux autres. On pense pas aux autres. On pense même pas au peuple. Même pas au peuple français. D'accord? Comment voulez-vous qu'ils pensent aux autres peuples? D'accord? Donc, les autres peuples, si on peut les conquérir, ben on le fait, il n'y a aucun problème. Et pourquoi ils ne s'excusent pas? Parce que ce système-là, il dure et perdure dans le genre, dans l'idéologie, elle est profonde. Ok, le totalitarisme, on va dire, en tant qu'idéologie, il existe dans les milieux et les milieux de pouvoir en France. Tout type confondu, monarchique, républicain si ça existe, etc., etc. Parce que c'est le pouvoir et c'est la quête du pouvoir absolu, même à l'extérieur de la France. Même à l'extérieur de la France. Et tout ce qui peut consolider ce pouvoir, même en utilisant l'extérieur de la France, on le prend. Et c'est pour ça que ces gens-là ont une autre vision des choses. Et c'est pour ça que pour eux, l'invasion, on va dire, l'invasion de l'Algérie, ça a été intentionnel, ça a été prémédité, ça a été planifié, ça a été voulu, et c'est toujours voulu d'actualité. C'est-à-dire que même maintenant, ils ne le disent pas, c'est dans leur tiroir peut-être, mais ils le pensent encore. Ils pensent que ils ont perdu une guerre. Ou je dirais peut-être pour eux, ils ont perdu une bataille, mais pas la guerre. Donc ils s'excusent d'une chose qui n'a pas fini en quelque sorte.
ou qui n'a pas classé. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est ce qui sort de cette affaire-là. C'est ce qui sort avant tout, en voyant leur histoire. L'histoire de ce pouvoir ou de ces pouvoirs en France. D'accord? Qu'on peut comprendre pourquoi ils ne veulent pas s'excuser. Ils ne s'excuseront pas. Parce que pour eux, c'est ça. C'est le totalitarisme. Parce que ça inclut l'impérialisme, ça inclut les conquêtes monarchiques, comme on l'a vu, Charles X, etc., etc. Et c'est-à-dire que ils nous prennent pas en considération en tant que nation, État, peuple, autre. C'est ça le problème. Pour eux, nous sommes un territoire qui a été conquis. That's it. Ils l'ont perdu pour telle et telle raison. Pourquoi pas revenir à l'avenir? C'est ça. Maintenant, tout ce qui est, on va dire comment on appelle ça? Tout le truc là, diplomatique, etc. Tout ce qui est droit international, ça, on comprend bien que ça se passe comme dans le monde entier. Dans le monde entier, pardon. Ça veut dire qu'il y a toujours une reconnaissance dans le sens du droit international, entre parenthèses. La France reconnaît l'Algérie en tant que pays souverain, mais bon, tout ça, ça ne tient pas dans le sens où le monde, c'est une jungle, donc la vie est au plus fort. Donc ça veut dire que pour le moment, la situation elle est ce qu'elle est, parce que l'Algérie elle est forte, elle est forte dans un sens global. Si on rentre dans un sens stratégique, l'Algérie elle est forte aussi parce qu'elle a su préserver son indépendance. Aucun pays n'a pu envahir l'Algérie depuis son indépendance. Et pour le moment, ça va encore mieux parce que l'Algérie, c'est un pays qui devient de plus en plus fort aussi. Je ne parle pas de la puissance militaire. Dans la puissance militaire, c'est sûr que nous sommes de plus en plus forts. D'accord? Mais moi, je dis toujours, faut pas se voir toujours dans ce sens. Il faut pas avoir la folie des grandeurs. D'accord? Il faut toujours avoir les pieds sur terre. Il faut être humble. On n'est pas les plus forts. D'accord? Il n'y a pas le plus fort d'ailleurs. Tu n'es jamais le plus fort. Ok? Donc, il faut toujours rester humble, travailler et ne jamais baisser. Comment dirais-je? Jamais baisser de garde, ne jamais faire confiance à qui que ce soit. Tu peux faire confiance à aucun pays. D'accord? Et c'est ça le truc, c'est qu'on peut pas faire confiance à la France. Vu que le système, parce que le problème il est systémique, le système de pouvoir en France, c'est comme je dis, un système totalitaire. Un système qui ne considère pas l'autre. C'est ça le problème. En tous les cas, c'est ma vision. Donc, tu ne peux pas attendre à quelqu'un, on va dire, si on le présente comme ça, tu ne peux pas attendre ces gens-là qui te présentent des excuses, parce qu'ils font tout ça exprès. Tout est fait exprès. Il y a juste un problème qui a mal tourné en Algérie, c'est tout. Et s'il y aurait une occasion, peut-être pourquoi pas. On le voit, je l'ai raconté dans une vidéo, l'histoire du Sahel. Pourquoi ils ont des armées au Sahel. Peut-être qu'un jour, il y aurait un problème en Algérie, peut-être qu'ils vont revenir. On n'en sait rien. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, moi, s'il y a des Français qui me disent, moi, voilà ce que je pense. Maintenant, vous pouvez me donner votre avis. Je sais que il y a beaucoup de Français qui sont extrêmement raisonnables, extrêmement, on va dire, cultivés, qui comprennent ces choses-là, qui analysent son sensibilité, etc., qui voudraient qu'il y ait une bonne relation, une fois pour toutes, entre ces deux pays, entre nos deux pays respectifs, bien sûr. Excusez-moi. Je le souhaite profondément aussi. Comme ça, je ferai d'autres vidéos sur autre chose.
J'espère aussi que les deux peuples garderont toujours, on va dire, quelque part, de bonnes relations, malgré tout ce qui s'est passé. Mais les événements sont les événements. Ce qui s'est passé réellement. On peut rien faire. Donc, chacun a le droit d'interpréter comme il veut, c'est sûr. Mais nous avons notre vision des choses. Et comme je l'ai dit au début, moi, ces excuses-là, je ne suis pas vraiment intéressé. Ce serait une bonne chose pour la France, pour le système en France, that's it. Pour notre génération. J'ai vraiment pas besoin de ces excuses-là. Sincèrement. Sincèrement. Et puis, c'est pas moi qu'il faut les faire. Il fallait les faire au début. Il fallait les faire au début quand ces gens-là qui ont assisté, qui ont vécu dans leur chair, c'est ces gens-là qui méritaient qu'on leur représente des excuses. Si toutefois. Mais comme je sais que les gens que je critique en quelque sorte en France ne le feront jamais pour les raisons que j'ai citées. Parce qu'ils n'en ont absolument rien à foutre. D'accord. Et c'est exactement... ce serait peut-être un peu dur. Ça, moi aussi je n'en ai absolument rien à foutre. En tant qu'Algérien. Donc, voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis, je souhaite à tous nos concitoyens, on va dire, de bien visionner cette vidéo. Et puis, j'espère que ça vous a plu, ça vous a donné des informations utiles. Je souhaite aussi qu'il y ait le partage au maximum. Comme ça, le plus grand nombre de personnes auront accès à ces informations. Maintenant, comme j'ai dit aux Français, peut-être pas, je ne sais rien, aux autres nationalités qui parlent français. Moi, je parle français. J'ai été à l'école, j'ai appris français, donc je parle français. Tant bien que mal. Je dirais que voilà, maintenant les choses sont ce qu'elles sont. Occupez-vous de votre pays. Dites aux gens qui vous gouvernent maintenant de laisser tomber les affaires en Algérie, qui s'occupent plus de nos affaires, parce qu'on veut pas, on veut plus. Si vous le faites, moi je promets que je m'occuperai plus jamais des affaires. Je ferai plus jamais de vidéos dans ce sens. Je ferai des vidéos, mais pas dans ce sens-là. D'accord. Donc, moi je fais ça parce que on s'occupe de mes affaires. Je dis de mes affaires parce que je suis algérien. D'accord. Voilà. Donc, mais je vous salue quand même. Je vous salue quand même. Donc voilà, merci beaucoup à toute notre chère audience. Et à la prochaine. Inch'Allah, dans une autre vidéo. Merci beaucoup et au revoir.